Mr. McCain. Le 28 juillet 2017, il est 1h du matin au Sénat américain quand John McCain s'avance pour réaliser un geste historique. Ce soir-là, le Sénat tient un vote visant à supprimer l'Obamacare, le système de soins de santé instauré par le président Barack Obama. I return to speak to all of you about an issue that is central, and that is the issue of healthcare. Un système que les républicains rêvent de remplacer depuis plusieurs années. Donald Trump en a même fait un des enjeux majeurs de sa campagne de 2016. Obamacare is going to cost us more money than anybody would have ever dreamt, and it's no good. It doesn't work. So we're going to repeal Obamacare. We're going to replace it with something that's going to be terrific. Ce soir-là, toutes les cartes sont dans les mains du camp républicain. Mais John McCain va à l'encontre des instructions de son chef de majorité, Mitch McConnell, présent ici. Il va à l'encontre des instructions de son président, Donald Trump, qu'il a eu au téléphone quelques minutes plus tôt. Il tend le bras et baisse le pouce. Il vote contre, la proposition des républicains ne passe pas, l'Obamacare est sauvé, 51 voix contre 49. This is a disappointment. Boy, oh boy. They've been working on that one for 7 years. Can you believe that? But we'll get it done. On se focalise beaucoup sur l'élection présidentielle parce que, bien entendu, il a beaucoup de pouvoir. Toutefois, il faut qu'il ait une majorité des deux côtés. Le Sénat est un organe crucial pour qu'un président puisse mettre en œuvre sa politique. Les deux scrutins se passent en même temps et c'est donc l'autre enjeu de l'élection présidentielle. L'histoire du vote de John McCain n'est en réalité que la dernière partie d'une histoire qui a commencé il y a bien longtemps. Pour comprendre, il faut remonter en 1787. À Philadelphie se tient la Convention constitutionnelle. C'est à ce moment qu'est rédigée la Constitution visant à unir les États d'Amérique. Ce n'est évidemment pas simple, car les petits États sont inquiets. Ils craignent de se retrouver coincés dans un système où ils seraient constamment dominés par les plus grands États, que ce soit en taille ou en population. Afin de mettre tout le monde d'accord, les pères fondateurs inventent un système qui garantit un équilibre dans la gestion politique du pays. L'idée a été de dire, OK, on fait 2 chambres, la Chambre des représentants, où le nombre de représentants est lié à la population de chaque État, et une deuxième chambre, le Sénat, où il y a 2 sénateurs par État, quel que soit le nombre d'habitants. Comme chaque loi doit être votée des deux côtés, il faut à la fois avoir le soutien de la majorité des Américains, mais aussi de la majorité des États. On a donc 2 chambres. La Chambre des représentants, qui s'occupe de la politique à court terme, et le Sénat, qui s'occupe des enjeux à plus long terme. Comme elle s'occupe des enjeux à court terme, la Chambre des représentants est entièrement renouvelée tous les 2 ans. Alors que les sénateurs, eux, sont élus pour des mandats de 6 ans. Petite subtilité, le Sénat n'est pas renouvelé d'un coup. Il est divisé en tiers et tous les 2 ans, c'est un autre tiers qui est remis en jeu. Les 2 chambres font partie d'une architecture plus large. Ensemble, elles forment le Congrès, qui est un des 3 piliers imaginés par les pères fondateurs. Le Congrès, c'est le pilier législatif. Il y a aussi le pilier judiciaire dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, et enfin le pilier exécutif, incarné par le président. Ces 3 piliers se contrôlent entre eux via un système de checks and balances. While we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. La suite de cette histoire se passe en 2008. Le démocrate Barack Obama devient président des États-Unis. Ce n'est pas la seule victoire des démocrates ce soir-là. Ils gagnent également la majorité dans les 2 chambres, une condition indispensable pour pouvoir agir sur des enjeux majeurs, le climat, l'immigration ou encore la santé publique. Obama se lance immédiatement dans une grande réforme des soins de santé, un chantier laborieux qui finit par être validé par le Congrès en mars 2010. L'Obamacare est né. Triomphe, vote historique, la presse américaine a largement salué la victoire de Barack Obama lundi. Résumons. Nous sommes en 2010 et l'Obamacare entre en vigueur après avoir passé le cap des 2 chambres. Jusque-là, tout va bien pour les démocrates. Sauf que quelques mois plus tard, la Chambre passe aux mains des républicains. Et quelques années plus tard, en 2014, c'est au tour du Sénat de basculer. À partir de ce moment, les républicains tentent par tous les moyens de réformer le texte, mais ils sont empêchés par le veto du président Obama. Car le président aussi contrôle le Congrès via un droit de veto.
C'est un des éléments du fameux système de check and balances. Mais passons à la suite. From this day forward, it's going to be only America first. America first. En 2016, les Républicains gagnent la présidentielle, tout en gardant les 2 chambres. Cette fois, la voie est libre pour des réformes majeures. C'est l'occasion pour eux de remplacer l'Obamacare. Le 27 juillet 2017, un vote décisif se tient au Sénat, et la suite, vous la connaissez déjà. Des sénateurs républicains se retournent contre leur camp et John McCain, avec un vote aussi décisif qu'inattendu, enterre définitivement l'espoir des républicains. Avec cette histoire, on comprend bien comment les institutions américaines se contrôlent l'une l'autre et à quel point il est important pour un président d'avoir une majorité dans les 2 chambres. Mais il y a une dernière partie à cette histoire. Nous sommes le 27 octobre 2020. Le Sénat vote la confirmation à la Cour suprême de la juge Amy Coney Barrett, une candidate proposée par Donald Trump. Le Sénat vote majorité contre opposition, 52 voix contre 48. Aucun sénateur démocrate ne vote pour la candidate du président. Une situation qui n'était plus arrivée depuis 1869 sur un enjeu aussi important que la nomination à vie d'un juge à la Cour suprême. The nomination of Amy Coney Barrett is confirmed. Ce vote partisan est à l'opposé de la philosophie des pères fondateurs, qui avaient imaginé le Sénat comme une institution complètement détachée des jeux politiques entre partis. L'on a une société américaine qui est de plus en plus clivée et ses représentants le sont aussi. On a d'un côté des républicains plus trumpistes que jamais et de l'autre des démocrates plus anti-trumpistes que jamais. Et j'ai tendance à dire que ces institutions qui ont été très bien pensées tout de même n'ont pas imaginé qu'à un moment on aurait un président comme Trump.